première chose, c'est que les enfants sont identifiés comme des personnes vulnérables. Et donc des personnes pour lesquelles il y a un risque particulier. Et donc, vous savez que le RGPD est beaucoup construit sur cette notion d'analyse de risque. Et donc, quand il y a des enfants, il y a potentiellement un risque qui doit être pris en compte par celui qui traite les données des enfants. Et puis, il y a deux avancées dans le texte. Il y a une notion de sorte de majorité numérique. Donc, en dessous de 16 ans, vous devez avoir une autorisation parentale pour être, par exemple, sur un réseau social. Et donc, c'est bien l'idée que les jeunes adolescents ou enfants, a fortiori, doivent être accompagnés, finalement, dans leur découverte de cet univers numérique. Et puis, il y a quelque chose sur le droit à l'oubli. On considère que le droit à l'oubli doit être facilité, quasi automatique, voyez, lorsqu'il s'agit d'enfants, c'est-à-dire que lorsque les personnes étaient enfants au moment où la donnée a été collectée. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui est positif, puisque les uns et les autres, nous avons été confrontés à maintes reprises au sujet de cas d'enfants qui voyaient ressurgir des années après des séquences sur Internet, etc. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de très positif. La charge de la preuve juridique, elle est désormais entre les mains des responsables de traitement qui doivent démontrer, s'il y a un problème, que l'enfant avait effectivement, s'il a moins de 16 ans, l'autorisation de ses parents. Donc ça change, entre guillemets, le confort juridique, entre guillemets, du responsable de traitement. Au-delà de ça, je crois que ce que ça offre, c'est l'opportunité d'une discussion au sein des familles. Et ça, je crois que c'est absolument fondamental. Les parents, vous voyez, ont une forme de complexe sur ces questions vis-à-vis de leurs enfants. Ils ont le sentiment qu'ils n'y connaissent pas grand-chose, que leurs enfants sont beaucoup plus avertis qu'eux sur le numérique. Or, en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que peut-être que les enfants ont plus d'habileté, ont plus de connaissances des usages, mais en revanche, les règles, les principes civiques ou d'éducation, c'est bien les parents qui les ont. Et donc, en fait, cette frontière 15 ans ou 16 ans oblige les parents, si vous voulez, à quelque part avoir une discussion avec leurs enfants. Et ça, je crois que c'est très positif. En fait, le droit à l'oubli, c'est la possibilité de demander l'effacement d'un contenu. Alors, lorsque vous n'êtes pas un enfant, cet effacement se fait à certaines conditions. Lorsque vous êtes un enfant, ou plus exactement, lorsque la donnée a été collectée lorsque vous étiez enfant, eh bien, le droit à l'oubli est facilité et est accéléré en termes de, de délai. Nous, à la CNIL, on incite régulièrement les jeunes à vérifier leur profil, ce qui se dit sur eux sur Internet, etc. Et on le sait bien, les jeunes sont de temps en temps un peu imprudents et finalement, ces photos, ces commentaires reviennent potentiellement des années après. Donc là, le règlement, finalement, permet à un adolescent ou un jeune adulte, finalement, de maîtriser un peu mieux sa vie numérique, et notamment lorsqu'il avait moins de 16 ans. Un univers qui n'oublie rien, c'est un univers totalitaire. Enfin, il y a quelque chose d'absolument terrifiant. Et donc, il faut en permanence organiser des fuites de manière à ce qu'on puisse rester humain dans cet univers, vous voyez. On revient vers elles en leur disant « vous avez une responsabilité sociale par rapport à tout ce qui se passe et tout ce que vous permettez qu'il se passe autour de votre activité économique ». Donc, je crois que les plateformes peuvent nous aider et peuvent s'aider elles-mêmes. Elles peuvent s'aider elles-mêmes en ce sens qu'elles peuvent quand même faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de choses qui ne sont pas acceptables. Les contenus manifestement illicites, du harcèlement, enfin bon. Et donc, elles peuvent quand même avoir, je dirais, une action opérationnelle et un peu presque juridique sur ces contenus. Bon, la loi les y invite, donc très bien, elles ne le font pas toujours. Et puis, elles peuvent aussi utiliser l'extraordinaire popularité de ces places de marché pour faire de la pédagogie, accompagner les enfants ou les adultes. Vous voyez, elles ont commencé à le faire. On sent bien qu'elles se disent c'est un peu notre responsabilité de faire ça. Le rôle en revanche des éducateurs, du ministère de l'Éducation nationale, des parents, etc., c'est de donner ces clés d'éducation. Et là,
je pense que les uns les autres, nous péchons un petit peu. Et notamment vis-à-vis des parents, nous constatons au niveau de la CNIL, mais je crois que vous aussi, c'est qu'il y a une sorte de, comment dire, d'effacement un peu coupable des parents sur ces questions d'éducation numérique. Or, moi, je crois vraiment qu'il faut que les parents se réinvestissent sur ces questions. On finit par s'auto-limiter en tant que parent parce qu'on a l'impression que techniquement, cet univers numérique est très compliqué. C'est vrai qu'il faut avoir quelques bases, mais en réalité, le métier d'éducateur, il demeure, c'est le même. Soyez vous-même et décomplexez-vous. Votre rôle de parent, il est irremplaçable. Moi, je leur dirais d'abord que c'est extraordinaire, ces outils. Ça reste une puissance de feu, de créativité fabuleuse à la portée de ces adolescents. Mais je leur dirais aussi, la puissance de l'outil, elle a des conséquences. Vous voyez, vous avez d'une certaine manière un sabre laser dans votre main, vous pouvez faire mal. C'est un peu la même chose. C'est qu'on peut faire des choses extraordinaires sur Internet avec ces outils, mais en même temps, on entre dans un univers qui est un univers en fait social, avec un certain nombre de responsabilités, avec un certain nombre de risques. Et donc, il faut apprendre à y voyager, voyez. Donc, ne soyez pas, je leur dirais, ne soyez pas, soyez à la fois enthousiastes, mais lucides. Donc, moi, j'invite les utilisateurs à ouvrir leurs yeux, voyez, et de se dire, qu'est-ce que je veux comme société numérique ? Qu'est-ce que je suis prêt à accepter ou pas accepter? Être un peu maître de leur vie numérique. Je crois qu'on est un peu passif, et les uns les autres, moi comprise, par rapport à cet univers qui nous offre un confort extraordinaire. Mais ce confort a un prix. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut bien évaluer le prix que nous sommes prêts collectivement à payer. Cette datification du monde est effectivement le phénomène majeur de nos sociétés, que la donnée est effectivement bien plus qu'un carburant. En fait, c'est à la fois une unité de compte, mais c'est aussi la langue du numérique qui représente le numérique. C'est une arme éventuelle dans les oppositions géostratégiques entre pays. Donc c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans la construction de cet univers qui n'est plus l'univers numérique, qui est notre univers tout court. À cet égard, je crois quand même que ce RGPD, si on s'arrête un instant, c'est un acte politique majeur parce que, si vous voulez, pour la première fois, on attrape dans un cadre juridique justement ce qui fait l'unité structurelle de base en fait, de nos sociétés. Et donc, l'Europe a réussi à se mettre d'accord là-dessus. Donc, si vous voulez, je pense qu'en termes de maturité de notre réflexion commune sur la question du numérique, ça veut dire quand même beaucoup de choses. Vous voyez, ça veut dire qu'on a atteint quand même un stade. Alors, est-ce que ça suffit pour que les individus se rendent compte finalement de ce que les données disent d'eux, de la protection nécessaire, etc. La réponse est effectivement négative. Il y a une forme, par moments, d'indifférence, d'inertie, d'apathie des individus qui est par moments assez préoccupante, et d'autant que ce RGPD, il fait le pari de rééquilibrer en fait la relation qui est aujourd'hui assez asymétrique entre l'individu et ceux qui collectent sa donnée, en donnant à l'individu finalement plus de droits et plus de capacité de négociation avec ceux qui traitent sa donnée. Donc pour ça, il faut qu'il en soit conscient et qu'il mobilise, entre guillemets, ses droits. Je pense qu'il faut aussi que les individus se rendent compte, et peut-être que leurs yeux se dessillent un peu sur la stratégie, notamment marketing, dans ces grands acteurs. Vous voyez, on a le RGPD depuis un mois et demi, et nous avons régulièrement des pages de publicité de l'un ou de l'autre disant « c'est formidable, moi je fais grande entreprise internationale, je fais très bien sur la protection des données personnelles ou autre », alors que dans le même temps, cette même société a décidé que l'ensemble de ses utilisateurs non européens seraient pilotés par les États-Unis de manière à ne pas, entre guillemets, risquer de tomber sous le coup du RGPD. Et d'une certaine manière, ça ne me choque pas, mais il faut quand même que
le langage soit un tout petit peu cohérent. Alors c'est vrai que la CNIL a fait de cet axe éducation au numérique un axe stratégique depuis maintenant plusieurs années. Donc en tant qu'autorité de régulation, on a considéré, si vous voulez, que le premier niveau de la régulation, c'était finalement au niveau de l'individu, la vigilance critique des individus. Et que donc on devait, en tant que régulateur de la donnée personnelle, commencer par ça. Donner des conseils, des outils au bénéfice des individus, parents ou enfants. Maintenant, vous parlez des autres autorités de régulation. Moi, je suis absolument convaincue de la nécessité de travailler les uns avec les autres. Je pense que la puissance publique souffre, entre guillemets, de sa dispersion et que dès que c'est possible, nous devons travailler les uns avec les autres. Donc, on a travaillé par exemple avec le CSA sur l'encadrement des campagnes électorales. On va travailler probablement avec l'ARCEP sur une sorte de PAC de conformité à destination des opérateurs télécoms. On pourrait très bien imaginer une action commune de ces autorités autour justement de l'enfant et de sa protection.